Bonjour à tous, merci d'être venus, aussi nombreux, une foule incroyable sur cette première conférence du matin. Alors, on est ensemble pour une grosse demi-heure. J'ai prévu quand même un temps plutôt d'échange sur la fin de la présentation. Donc moi, je m'appelle Nicolas Pinceau, je suis professeur des universités à Grenoble, je suis kinésithérapeute et je suis vice-président du Conseil national de l'Ordre des kinés. Et je viens aujourd'hui vous présenter un des travaux de la commission santé publique de notre ordre, qui est présidée par Aude Queneau. Et l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de faire une photographie, par le biais d'une enquête qu'on a pu faire auprès des kinésithérapeutes, des modalités d'exercice sur l'année 2024. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient déjà plongés dans la petite infographie. En fait, tout ce que je vais vous dire là, ça se retrouve de manière détaillée et un peu enrichie dans le petit document rose. Pour ceux qui n'ont pas pu en prendre, vous pouvez en prendre à la sortie. Voilà, mais je distribue des petits fascicules où il n'y a rien à vendre, il y a juste de l'information qui vous est transmise. Et c'est l'essentiel de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors pourquoi on a souhaité mener une enquête au sein du Conseil national sur l'exercice de la kinésithérapie ? Bon, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une problématique d'accès aux soins en France. Et en fait, cet accès aux soins, les médias focalisent beaucoup sur l'accès aux soins médicaux, mais en fait, l'accès aux soins est beaucoup plus large. Et il y a une problématique, ou en tout cas des zones sur lesquelles on a des tensions d'accès à l'exercice de la kinésithérapie. Il y a aussi un contexte général d'évolution des organisations de soins, de plus en plus d'exercices coordonnés, mais il y a aussi des changements dans les modes de pratique, avec des jeunes professionnels, souvent, qui ne veulent pas nécessairement exercer comme exerçaient les plus anciens. On a de plus en plus d'exercices de groupe, on va voir que c'est un des résultats. Des exercices pluripro aussi, donc l'attention d'accès, les évolutions d'organisation et malgré tout une contrainte économique qui s'applique aussi aux professionnels, qui conduit parfois à des diversifications de pratiques. Et en fait, on avait une sorte d'angle mort, puisque jusqu'à présent, la quantification de la force de travail en kinésithérapie, c'est le nombre de personnes inscrites. Mais en fait, une personne, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, on essaye d'aller caractériser de manière un petit peu plus fine ça. Et en croisant avec des données, par exemple, d'assurance maladie, on espère avoir finalement à la fin des données qui peuvent être utiles à la décision publique et à toute la profession. Donc, les objectifs de notre enquête, c'était de décrire les orientations, les spécificités d'exercice, puisque c'est aussi une des particularités. C'est qu'on a un diplôme d'exercice qui est généraliste, mais on s'aperçoit, vous allez le voir, que en fait, les pratiques ne sont pas toujours généralistes et que donc un professionnel n'est pas forcément un professionnel disponible pour tout et pour tout type de patient. L'idée, c'était de caractériser aussi l'organisation du travail, quel volume horaire, comment c'est organisé, et d'essayer de documenter un petit peu les activités secondaires, voire tertiaires. Alors moi, je ne vais pas vous présenter les activités tertiaires, mais dans le document, vous en trouverez. Alors, comment on s'y est pris ? On a fait une enquête assez classique, avec un questionnaire en ligne qui a été accessible entre le 3 juin et le 13 août 2024. Donc, il y a eu 7602 connexions à ce questionnaire, mais c'était un questionnaire qui était relativement dense. Et du coup, on n'a eu que 2467 professionnels qui sont allés au bout du questionnaire, ce qui nous permet d'exploiter les résultats. Puisque quand on a des questionnaires qui sont remplis trop partiellement, c'est compliqué ensuite d'aller tirer des données qui ont du sens. Donc on a un taux de réponse au final qui n'est pas si élevé que ça, même si des enquêtes avec 2467 répondants, ça commence à quand même avoir une certaine robustesse, puisqu'on est capable de faire des prévisions de nouvelle Assemblée nationale sur 100 répondants. Donc, vous voyez, on est capable aussi de tirer des choses. Alors, le profil des répondants qu'on avait, c'est 42 ans, avec 51% de femmes. Ça tombe bien, c'est un petit peu le profil type des kinés qui sont inscrits à l'ordre, avec 86,9% des répondants qui étaient en exercice libéral, 10% qui étaient en exercice salarié. Quand je dis salarié, c'est salarié exclusif. Et à peu près 2,4% des répondants qui se déclarent en exercice mixte. On pourra discuter de ça si vous voulez. L'exercice mixte reste encore un angle mort de la profession.
Alors, en termes de géographie et de zonage, alors, au moment de l'enquête, en fait, on n'avait pas la nouvelle terminologie des zonages. Donc, ne soyez pas étonnés si je considère toujours des zones surdotées plutôt que des zones non prioritaires, sauf que tout le monde voit ce que ça veut dire. C'est ça le principal. On avait 45% des répondants qui exerçaient en ruralité. Alors, la ruralité était définie selon les critères de l'INSEE. Et on avait une grosse majorité, 63%, qui exerçaient dans des zones dites intermédiaires, 28% qui étaient dans des zones qu'on appellerait maintenant non prioritaires, et 9% qui sont dans des zones qui étaient catégorisées comme sous-dotées. Et un élément intéressant, je pense, puisqu'on parle quand même de l'accès aux soins et de la répartition des professionnels sur le territoire, c'est qu'on a pratiquement 85% des kinésithérapeutes qui exercent à moins de 20 km de leur domicile. Donc il y a quand même quelque chose qui est aussi de l'ordre du lieu de vie. Le lieu de travail est souvent associé au lieu de vie, et c'est peut-être une des difficultés pour essayer de peupler les zones très sous-denses. Alors, si on regarde la question des spécificités d'exercice, parmi nos répondants, vous voyez qu'en fait, on a 57% qui déclarent avoir un exercice, alors sans nécessairement que ce soit une spécificité au sens de spécificité reconnue par l'ordre, mais en tout cas une orientation spécifique dans le cabinet. C'est-à-dire je prends plutôt en charge un type de profil de patient particulier, c'est-à-dire plus de la majorité. Et quand on regarde cette répartition en termes de champ d'exercice, on voit que parmi ceux qui répondent avoir un exercice spécifique, la majorité d'entre eux, c'est un exercice spécifique sur la rééducation musculo-squelettique. Alors, ce que vous allez me dire, c'est qu'il est quand même bizarre ce prof, puisque la somme des pourcentages fait beaucoup plus que 100%. Mais oui, puisqu'en fait, on peut considérer qu'on a deux, par exemple, orientations spécifiques d'exercice. Donc, dans ces cas-là, il cochait les deux. Donc, vous attachez pas trop à la somme, mais plutôt à la photographie globale. Ça correspond assez bien, j'imagine, à ce que vous imaginez d'un kinésithérapeute. Rééducation du système musculo-squelettique et kinésithérapie du sport. Donc vous voyez qu'en fait, c'est quand même l'image qu'on renvoie, et c'est assez vrai, puisqu'il y a des cabinets qui se considèrent spécifiques là-dedans. Alors après, vous voyez qu'on a des spécificités qui sont beaucoup plus pauvres en termes de déclaration, on va dire, ce qui est autour de la santé mentale, des soins palliatifs, la rééducation vestibulaire, qui est une vraie question pour la profession, entre spécificité, spécialité, pratique avancée, c'est des éléments qu'on pourra aborder aussi en discussion. Voilà, donc vous retrouvez tout ça dans le détail, dans le petit document. Je pense qu'on pourra y répondre à des questions éventuellement, mais je ne vais pas vous détailler chacune des spécificités qui ont été décrites. Ensuite, dans les gens qui déclarent avoir un exercice avec une orientation particulière, on s'est intéressé à savoir combien l'affichent sur leur plaque et leurs documents professionnels, et donc combien finalement ont cette reconnaissance de spécificité par le Conseil de l'Ordre. Et bien là, on voit qu'il y a moins de la moitié des gens qui déclarent avoir une spécificité qui ont en fait, au sens du Code de la santé publique, réellement une spécificité déclarée et affichée et affichable. Et pourquoi on a été dans ce détail-là, c'était qu'on voulait s'intéresser aussi aux moyens qui fait que le kinésithérapeute déclare une spécificité à l'ordre, puisqu'il y a plusieurs façons d'obtenir une spécificité. Il y a le fait d'obtenir des diplômes universitaires qui vous confèrent une spécificité, ou il y a le fait d'acquérir plusieurs formations complémentaires dans des instituts privés et de les faire reconnaître par l'ordre. Et on s'aperçoit que l'immense majorité quand même des personnes qui déclarent une spécificité l'ont obtenue par le biais d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire. C'est la voie principalement retenue pour la déclaration d'une spécificité à l'ordre. Alors maintenant, un focus sur un exercice, même s'ils étaient que, vous avez vu, une dizaine de points, un peu plus de 10% de répondants, sur l'exercice salarié exclusif, puisque c'est une caractéristique de notre profession, d'avoir des salariés, des libéraux et des mixtes. Donc on s'est intéressé à savoir où exercent ces kinésithérapeutes salariés et sous quel statut. Et donc on voit qu'il y a les 3/4 des répondants qui exercent en fait dans un hôpital ou un établissement de soins.
C'est assez logique, puisque c'est là qu'on trouve le plus de kinésithérapeutes. Un élément qui, d'un point de vue purement politique, peut par contre étonner, c'est que la majorité de ces hôpitaux et de ces établissements de soins sont des hôpitaux publics, et que pour autant, vous voyez que la majorité des kinésithérapeutes déclarent être en contrat à durée indéterminée et pas titulaires de la fonction publique. Donc l'explication qu'on a de ce genre de petit peu d'anomalie, c'est que les grilles de rémunération de la fonction publique hospitalière pour les kinésithérapeutes est très basse et que du coup, ils arrivent à négocier un meilleur salaire s'ils se mettent en contrat avec l'hôpital plutôt qu'en entrant dans la fonction publique. Donc c'est une des explications potentielles du fait qu'on ait finalement beaucoup de kinésithérapeutes en établissement public de santé, mais pas tant que ça qui choisissent le statut de fonctionnaire pour exercer dans ces établissements. Et puis il y a un autre élément qui est lié aussi à l'exercice mixte, c'est qu'un fonctionnaire ne peut pas avoir une autre activité, alors qu'un contractuel peut. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup aussi de kinésithérapeutes contractuels de la fonction publique qui choisissent un exercice secondaire, soit libéral, soit avec une autre activité. Alors, en termes d'exercice salarié, ça c'est des données en tout cas que nous, on n'avait jamais trop identifiées ailleurs. On s'est intéressé à savoir si les kinésithérapeutes salariés arrivaient à prendre en charge tous les patients. Et finalement, est-ce qu'il y a des listes d'attente aussi à l'hôpital? Alors, je ne sais pas si vous aviez connaissance de ça, mais il y a un tiers des kinésithérapeutes qui exercent en salariat qui ont des listes d'attente, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre en charge des gens qui sont pourtant là spécifiquement pour ça. Alors après, quand on essaye de caractériser un petit peu leur mode d'exercice, on s'aperçoit qu'il y a entre 3 et 4 gardes le week-end pour les exercices salariés. Ils travaillent pratiquement 5 jours par semaine. La majorité d'entre eux est à temps plein et on a aussi pas mal de déclarations de temps partiel, sur des 80% notamment. Il y a 7 semaines de congés payés en moyenne dans nos répondants. Donc ils étaient, vous voyez, 266 à nous répondre. Et on s'aperçoit que c'est des gens qui travaillent en moyenne 33 heures par semaine, avec un exercice complètement consacré aux soins ou à l'administration autour du soin, la rédaction de bilans, de courriers, etc. Et un autre élément intéressant, c'est qu'ils voient à peu près des patients pour 50 séances par semaine, donc ça fait une dizaine par jour, puisqu'ils travaillent 5 jours par semaine, avec une file active en moyenne de 23 patients, 6 nouveaux patients par semaine, et avec quand même 11 patients en moyenne en attente de prise en charge. C'est-à-dire que là, on a un flux, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez en tête, qui finalement, même dans les institutions sanitaires, conduisent à un embouteillage à la rééducation, puisqu'on a quand même 18 jours en moyenne d'attente pour les patients qui sont sur la liste d'attente. Donc voilà quelque chose qui nous semblait caractériser l'exercice salarié. Alors on a un petit effectif, peut-être qu'il y a plein de défauts dans les questions qu'on a posées. En tout cas, ça nous semble caractériser un peu mieux ce qu'est un exercice salarié de kiné, un peu éloigné aussi de l'espèce de vision qu'on a du kiné à l'hôpital qui commence à 8 heures mais qui voit le premier patient à 11 heures et puis qui à 14 heures a fini. On s'aperçoit qu'en fait, en tout cas dans nos répondants, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour ce qui est de l'exercice libéral, donc là on a un peu plus de 2000 répondants, il y a les 3/4 de nos répondants qui étaient des titulaires de leur cabinet. Donc là on a une surreprésentation des titulaires, on a quelques assistants et collaborateurs et vous voyez que les remplaçants ont très peu répondu à notre questionnaire. Il faut l'acter, en fait, c'est qu'une vision partielle de l'activité puisqu'il y a pas mal de remplaçants considérés comme remplaçants exclusifs quand même dans notre profession. Alors le mode d'exercice de nos collègues libéraux, on s'aperçoit qu'il y a 32% qui exercent en CPTS. Ça c'est un élément intéressant puisqu'on va en parler, il y a quand même une très forte volonté politique pour aller vers un exercice coordonné. Les CPTS sont une forme d'exercice coordonné et on voit par exemple que dans l'expérimentation d'accès direct pour les 20 départements, la condition c'est que le professionnel soit en exercice coordonné de type CPTS. Donc on a un tiers qui est en CPTS, on a 13%, un petit peu plus de 13% qui est en maison de santé pluriprofessionnelle, quelques-uns qui sont en exercice
en équipe de soins primaires, il n'y a eu aucune équipe de soins spécialisée qui s'est déclarée. Et les exercices en CISA, sachant que la CISA est un exercice où vous pouvez être et en MSP et en CISA, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais il peut y avoir un croisement aussi de ces pourcentages. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que l'exercice de manière individuelle a tendance à se réduire avec le temps, puisque ça, on avait des données. Et là, il représentait un peu moins de 40% des réponses. Et on avait un exercice de manière collective avec d'autres kinésithérapeutes à 62%. Alors là encore, on a une superposition des pourcentages, puisqu'il y a des gens qui ont considéré que exercer avec d'autres professionnels était compatible avec exercer avec d'autres kinésithérapeutes. Donc en fait, ils ont coché les deux. Pour ce qui est de la caractérisation et de l'organisation de l'activité des kinésithérapeutes qui ont bien voulu répondre, on s'aperçoit qu'il y a plus de 60% des kinésithérapeutes répondants qui ont une liste d'attente. Donc là, en termes de décision de politique publique, bien qu'on entende régulièrement dire qu'on est trop nombreux sur le territoire, on est probablement mal répartis, ça je l'accorde, mais trop nombreux, ce n'est pas possible. Si on considère qu'il y a 6 kinés sur 10 qui ont une liste d'attente, c'est qu'il y a des besoins qui sont actuellement non couverts. On a des professionnels libéraux qui en moyenne travaillent 4,7 jours, donc un tout petit peu moins que les exercices salariés. En fait, soit ils travaillent 4 jours par semaine, soit 5 jours. C'est l'immense majorité des répondants si on regarde les distributions modales, avec 2,6 personnes qui travaillent 2,6 jours travaillés par les libéraux sur des dimanches et jours fériés en moyenne. Ils ont un peu moins de vacances, 5,8 semaines par an, c'est la déclaration de nos répondants, avec un temps hebdomadaire, là c'est un point qui est quand même à noter, moyen de 50 heures de travail par semaine. Donc je ferai le parallèle avec la santé des soignants. On voit que c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup et qui peut-être mettent parfois leur santé en péril du fait d'une charge de travail très importante, avec un temps hebdomadaire moyen dédié à l'activité à domicile de 8,8 heures. On a un nombre de rendez-vous planifiés par semaine moyen qui est autour de 90, vous voyez 87,2, avec une file d'attente de patients de 51,8 et un nombre de nouveaux patients par semaine qui est en fait assez bas, 3,7. Donc c'est peut-être aussi des leviers sur lesquels il faut qu'on travaille en termes professionnels, essayer d'avoir un turnover plus important, moins de patients qui restent longtemps, mais plus de patients qui sont soignés. Et donc je suis sûr qu'on pourra en débattre, mais le courant actuel qui va vers une forme d'autonomisation plus importante des kinésithérapeutes va dans ce sens-là. Et puis on va aborder la question des dépassements d'honoraires, vous voyez, juste après. Alors, il y a toujours un problème quand l'ordre demande à des kinés s'il fait des dépassements d'honoraires. Hein. Donc, il est probable quand même qu'on soit sur quelque chose qui est plutôt sous-évalué que surévalué. Mais en tout cas, on a quand même 34,8% des actes réalisés par des gens qui font des dépassements d'honoraires qui sont avec un dépassement. Donc, c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que 34% des gens font du dépassement. Mais dans ceux qui en font, eh ben, ils en font pour un tiers de leurs actes. Donc ce n'est pas la totalité. Le montant moyen en euros du dépassement par séance, mais je vais détailler tout ça tout à l'heure, c'est autour de 9 euros, avec un nombre de patients en liste d'attente de l'ordre de 20 et un délai moyen d'attente de 30 jours. Pour de la rééducation, en tout cas si vous vous intéressez un petit peu à la littérature sur le sujet, la littérature montre qu'au plus tôt on commence, au mieux c'est d'un point de vue médico-économique pour le patient. Il y a quand même beaucoup de pathologies, 30 jours plus tard, c'est trop tard. Alors, pour ce qui est des dépassements, je vous avais dit qu'on irait un petit peu dans le détail. On a 22% des kinésithérapeutes libéraux répondants qui déclarent faire des dépassements d'honoraires. Alors, ce qui nous a un petit peu surpris quand même, c'est que dans l'image collective, les dépassements d'honoraires sont sur des zones, vous voyez, là, il y a une espèce de croyance populaire qu'à Paris, il y a des dépassements partout et que c'est plutôt les grandes villes et les endroits où les gens ont beaucoup de moyens. Et ben, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous voyez que, en fait, parmi nos répondants, il y en a dans toutes les zones, déjà.
et que le pourcentage d'actes pour lequel est pratiqué un dépassement d'honoraires est majoritaire pour des zones qui sont sous-dotées et très sous-dotées. Donc en fait, ça casse un petit peu espèce de croyance commune. Alors après, il y a la question du montant moyen des dépassements d'honoraires qui sont demandés dans ces différentes zones. Et là, on voit quand même que des zones très dotées et surdotées, qui très souvent sont associées quand même à des niveaux socio-économiques des patients plus élevés, ont des dépassements eux-mêmes plus élevés. Donc voilà, en moyenne, vous voyez que dans des zones très sous-dotées, on est à 5,6 € de montant moyen de dépassement quand ils sont demandés. On est autour de 5 € aussi en zone sous-dotée. Et puis on monte à 8 € en zone intermédiaire et un peu plus de 10 €, on va dire, si on groupe très doté et surdoté. Alors ensuite, on voulait s'intéresser, puisqu'on était parti sur le versant économique et caractériser l'activité économique des cabinets, aux activités dites secondaires, puisqu'en fait, le paradoxe, là c'est mon opinion personnelle, le paradoxe c'est qu'on a quand même un mode de rémunération qui se dégrade pour les professionnels libéraux, et donc l'argumentaire qui est donné, c'est qu'on voudrait qu'il y ait plus de kinés mieux répartis sur le territoire et qui répondent aux besoins de santé, sauf qu'on s'aperçoit que ça crée un paradoxe, c'est que vu qu'on n'est pas très bien rémunéré pour des activités de rééducation, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers d'autres activités que la rééducation pour compenser. Et quel type d'activité arrive en tête? C'est des activités dites non thérapeutiques, qui du coup sont beaucoup moins contraintes d'un point de vue économique, et notamment le bien-être, le pilate, le yoga. On s'aperçoit que ça représente près de la moitié des activités secondaires, le reste étant autour des activités qui font bien partie de notre profession, la formation continue, la formation initiale, les suivis en équipe de sport, la prévention en entreprise et des activités de conseil, et la recherche arrive tout en bas, mais il y en a quelques-uns qui nous le déclarent quand même. Alors, cette activité secondaire, ça, c'était pour les libéraux. Quand vous êtes salarié, il y a aussi beaucoup de salariés qui déclarent une activité secondaire. Par contre, vous voyez qu'elle n'est pas tellement de même nature, puisque là encore, souvent les contrats sont relativement contraignants. Et donc, on est plutôt sur des activités de formateurs comme activité secondaire pour les kinésithérapeutes salariés. Et la plupart d'entre eux, c'est quand même de l'intervention en IFMK, la plupart du temps. En fait, ils ont une activité salariée un peu spécifique et du coup, ils enseignent en formation initiale sur cette spécificité d'exercice. Alors au final, et avant de commencer plutôt une phase d'échange entre nous, voilà une sorte de portrait type d'un kiné libéral et d'un kiné salarié selon notre enquête, qui n'est qu'une façon d'appréhender la réalité. Un salarié, c'est majoritairement une femme. On voit qu'il y a 65% de femmes en exercice salarié dans nos répondants. Un âge moyen est 43,3 ans. Il voit 15 patients en file active. Il a 45,5 rendez-vous par semaine. 9 patients par jour, avec un nombre de nouveaux patients par semaine de 3. Entre 33 et 36 heures travaillées. Il a une spécificité d'exercice souvent et une liste d'attente. Un kiné libéral, c'est plus équilibré homme-femme, c'est encore majoritairement des hommes, avec à peu près le même âge moyen, une file active de 50 patients, donc c'est beaucoup plus important, un nombre de rendez-vous par semaine de 81, un nombre de patients par jour de 16, et un nombre de nouveaux patients par semaine de 2. Il travaille entre 45 et 50 heures, il a une spécificité d'exercice et également une liste d'attente. Pas mal de limites quand même à cette enquête. On a un taux de réponse par rapport à la population générale qui est que de 1,6%, même si on a plus de 2500 répondants. On a certains du coup sous-groupes et certains territoires qui sont très peu représentés, donc il ne faut pas extrapoler complètement nos résultats, mais ça nous permet d'envisager en tout cas des hypothèses pour mener d'autres types d'enquêtes et d'autres types d'études. Et il faut se souvenir que ça reste une enquête purement descriptive, donc on n'a pas cherché de facteurs d'explication aux réponses qui ont été portées. Voilà, quelques pistes quand même pour la profession qu'on peut nous extraire de cette enquête, c'est qu'il y a un sujet sur les spécificités d'exercice et que je pense qu'un des enjeux pour les institutions qui gèrent la profession,
c'est de valoriser ces spécificités sans pour autant affaiblir une offre de soins généralistes. Je serais content de prendre vos questions ou vos remarques sur ce sujet. On voit qu'il y a quand même une pression à la fois politique, mais aussi un engouement des professionnels vers un mode d'exercice en groupe. Et l'exercice coordonné par le biais des CPTS ou des MSP semble quand même plébiscité, y compris par les professionnels. Et une question va devoir se poser, c'est quels indicateurs on prend pour juger que notre profession est essentielle à la santé publique. Et donc, jusqu'à présent, on a des données très économiques. Ça fait 20 ans qu'on fait de la santé avec des lois de finances. Donc, il ne faut pas s'étonner que les critères soient économiques. Maintenant, quand on rentre un petit peu dans le détail, finalement, qu'est-ce qu'on prend comme indicateur de pertinence des soins plutôt que simplement de couverture de la population ou d'accès aux soins? Et bien ça, je pense que c'est à la profession de s'en emparer, si on ne veut pas que d'autres s'en emparent pour nous. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour des questions, des commentaires, comme vous voulez. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une envie de participer? Ça peut concerner... Oui. Il y a un petit micro qui arrive, parce que je crois qu'ils enregistrent la question. Je vous partage mon micro. Allez-y, comme ça, tout le monde vous entend. Merci. Question de sémantique, en fait. Vous parlez de spécificité, que de spécificité. Pourquoi pas spécialité? Pourquoi pas expertise? Quelles sont les différences, en fait Alors, merci beaucoup pour la question. La question est relative au fait que je parle de spécificité, pas de spécialité, pas d'expertise. En fait, le Code de la santé publique pour notre profession ne reconnaît que des spécificités d'exercice. Alors du coup, on va dire que le langage commun parfois glisse vers une forme de spécialité. Mais il y a une vraie différence entre une spécialité et une spécificité. Je vais les détailler un tout petit peu et vous allez peut-être voir pourquoi on n'a pas encore ouvert le chantier de la spécialité. D'autres professions de santé ont des spécialités, par exemple les spécialités médicales. Sauf que l'exercice de spécialité devient exclusif. C'est-à-dire que quand vous êtes cardiologue, vous n'avez plus le droit de prendre en charge un patient pour une autre pathologie que celle pour laquelle... Et du coup, si on part dans le domaine des spécialités, il va falloir définir, comme c'est fait pour les médecins, quels sont les besoins par spécialité et par territoire, et du coup avoir un filtrage du nombre de professionnels qui peut exercer cette spécialité. Alors les médecins, par exemple, le font à l'échelle de l'ARS, où ils ouvrent un nombre de places d'internat par spécialité et par territoire. Et du coup, nous, on n'est pas du tout dans ce modèle-là pour le moment. C'est finalement, je suis kiné, j'ai un diplôme qui me permet de tout faire. Et même si je fais des formations complémentaires par ailleurs pour avoir un niveau un peu plus élevé dans un domaine et peut-être accueillir plus de patients de ce domaine-là, ça ne m'empêche pas de faire le reste de mon activité pour autant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que vous avez compris qu'une spécialité, du coup, exigeait une formation qui était complémentaire. Et du coup, ces formations complémentaires, par exemple dans le domaine médical, donnent des compétences qui sont spécifiques aussi. Et du coup, là, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu, on va dire, en travail dans la profession, qui sont les délégations de tâches. Et finalement, pas mal de gens voient la spécialité dans notre profession comme étant finalement des tâches médicales qui seraient déléguées dans un champ particulier. Je vais prendre le cas des rééducateurs vestibulaires qui sont une spécificité d'exercice. Vous voyez qu'on structurait leur spécificité autour de diplômes universitaires, donc il y aurait une formation particulière, et avec une volonté d'aller vers des actes diagnostiques, des possibilités de prescription d'images, etc., qui sont en fait de la délégation de tâches. Sauf que dans l'exercice médical qui a des spécialités, c'est les tâches médicales qui se répartissent. Nous, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas les tâches kiné qu'on va se répartir, c'est qu'on va aller chercher d'autres tâches qui ne sont pas de notre profession et qui ne sont même pas dans une profession qui est dans le même livre de la santé publique que nous. Et du coup,
eh ben, c'est une autre voie qui est utilisée. C'est ce que les infirmiers ont fait avec la pratique avancée. Pratique avancée, c'est finalement ce qu'on appelle, il y a aussi les IBOD, les IAD, qui sont des infirmiers de spécialité, mais on voit qu'en fait, c'est pas des actes infirmiers qui leur sont réservés, c'est plutôt des actes médicaux qui leur sont délégués. Et du coup, cette pratique avancée, elle existe sur le plan législatif, elle n'existe pas pour nous sur le plan réglementaire. Donc on n'a pas de kiné en pratique avancée. Parce que en fait, ça pose tout un tas de problèmes. Le premier étant qu'il faudrait une formation d'un niveau universitaire supérieur. Alors les infirmières, ça marche pas trop mal, puisqu'elles ont une formation initiale en 3 ans. Donc elles font 2 ans d'études complémentaires et avec un master, elles ont une pratique avancée. Nous, on est en master. Du coup, si on va vers une formation complémentaire, imaginons comme les infirmières de 2 ans, ça commence à s'approcher d'un diplôme de médecine générale. Donc voilà, donc on a cette première difficulté. Et la deuxième, c'est que y a un petit risque de morcellement de notre profession, puisque chacun des professionnels qui a une spécificité, qui considère qu'elle est suffisante pour être une spécialité, considère que les autres ne sont pas compétents pour l'exercer. Et du coup, on se retrouve en fait avec une somme de spécialistes et plus personne pour prendre en charge des patients. Si on ajoute à ça la problématique territoriale, comment on va faire pour avoir des kinés spécialistes de chaque spécialité dans chacun des territoires? On voit bien que les médecins, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, ils n'y arrivent plus. Donc en fait, il y a quand même des vraies limites à aller vers un modèle de spécialité. Le modèle de spécificité, de toute façon, c'est le seul permis. Et pour l'instant, il répond quand même à la problématique qui est essayer d'offrir un maximum de soins de rééducation aux patients. Et là où la démarche de l'ordre de permettre l'affichage des spécificités, au passage, je le précise, sur l'annuaire de l'ordre, à partir de cette année, vous pouvez déclarer vos spécificités. Donc ça permet de rendre accessible cette information pour les patients, puisque l'idée, c'est quand même que les patients s'orientent le mieux possible dans le parcours. Et donc, pour reprendre mon raisonnement, il faut qu'on puisse avoir une offre la plus généraliste possible pour l'accès général à la population et quand même la possibilité pour le patient de s'orienter vers des exercices spécifiques quand c'est ça qu'il recherche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Peut-être qu'il va marcher cette fois. Alors, mais j'ai quelqu'un du public qui peut répondre à quelqu'un du public, c'est magnifique. Bonjour, Muriel Frouville, je suis la présidente du CDO 33. Alors en fait, depuis qu'il y a mon portail kiné, vous avez fait passer sur mon portail kiné votre spécificité. Vous devez associer aussi toutes les attestations de formation qui vont avec. Il faut être sûr que vous ayez dépassé vos 80 heures de formation. Parfait. Et il faut que ce soit aussi dans une certaine continuité, c'est-à-dire que si vous me donnez 4 attestations de 20 heures, toujours de la même chose et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du cursus, et ensuite il faut qu'il y ait un élu de votre CDO qui récupère cette spécificité qui a été déclarée, qui mette tous les papiers à plat et qui calcule les heures et vérifie. C'est un boulot de dingue. Depuis l'ouverture de mon portail kiné, on a reçu beaucoup de choses et effectivement, on est obligé de tout pointer. Donc, vous êtes dans quel département? Dans les Landes? Oui, d'accord. Donc, ils n'ont pas forcément suffisamment d'élus pour faire ça à longueur de semaine. Mais n'hésitez pas à appeler Hélène Gracier, la présidente, pour lui demander d'accélérer. Alors, il y a une vérification. Je vais compléter un peu la réponse. C'est que, en fait, c'est issu d'une décision du Conseil d'État sur la communication qui a conduit l'ordre. Avant cette décision, il y avait une vérification a priori. C'est-à-dire que vous deviez demander le droit d'afficher. En fait, maintenant, on a renversé les choses, c'est-à-dire que vous avez le droit d'afficher si vous considérez que vous êtes dans les clous définis. C'est-à-dire qu'il y a un avis du Conseil national avec la liste des spécificités, donc il faut bien choisir le bon intitulé.
Et il y a des conditions, effectivement, de formation. Si vous considérez que vous êtes dans ces conditions, vous avez le droit de l'afficher. La vérification se fera a posteriori. Et donc, si vous aviez triché ou fait une erreur, dans ces cas-là, le CDO vous dira nous, en fait, on n'est pas d'accord avec le premier jugement que vous aviez eu de pouvoir l'afficher. Voilà. Mais du coup, vous pouvez déjà le faire et c'est a posteriori que le CDO peut contrôler. Voilà. Oui. Alors, en fait, Doctolib, on est en contact avec eux pour essayer de faire changer leurs pratiques. Il y a plusieurs éléments. Déjà, l'affichage des spécificités, il est essentiel majoritairement pour des affichages sur la plaque et les documents professionnels. La question de l'affichage sur les sites internet ou les annuaires est une autre partie. Après, il n'empêche qu'il y a une problématique sur l'affichage de spécificités parfois discutables par Doctolib. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on a exigé, c'est qu'il ne puisse pas y avoir d'affichage de spécificités d'exercice qui soit sur des activités interdites par l'ordre. Donc déjà ça prend un petit peu de temps. Par exemple, un kinésithérapeute ne peut plus afficher qu'il a une spécificité d'exercice en ventousothérapie ou en ostéopathie crânio-sacrée, puisque c'est des pratiques interdites. Donc ça, a priori, ils l'ont fait. En tout cas, on fait un screening régulier pour vérifier que ce soit maintenu. Après, sur le listing proposé par Doctolib, on est encore en train de travailler. On leur a transmis la liste des spécificités permises pour les kinésithérapeutes. Et c'est un travail qui est en cours d'essayer de clarifier les choses. Voilà. Mais c'est un travail assez lent, je reconnais. Une question ? Est-ce que par rapport aux enjeux problématiques qu'on a pu voir à travers le sondage que vous avez fait, comment on pourrait aujourd'hui définir, ou même qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'identité professionnelle des praticiens aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'identité professionnelle des praticiens aujourd'hui ? Vous avez 4 heures. C'est une question qui n'est pas simple. Je vais essayer de faire une réponse assez ordinale. 2016, on obtient une nouvelle définition de la profession. Et donc, la profession ne se définit plus par rapport à des activités de massage et de gymnastique médicale. On obtient une définition qui est beaucoup plus large, qui fait que le kinésithérapeute devient un spécialiste, on va dire, de la fonction. Et il est spécialiste de l'homme sain et de l'homme avec une pathologie, à partir du moment où il s'intéresse à la fonction. Après, en quoi l'activité répond, l'enquête répond au type d'activité. On voit que c'est quand même quelqu'un qui reste dans le domaine du soin. Et une particularité de notre identité qui est confirmée ici, c'est qu'on est les seuls professionnels de santé à être à la fois dans le code de la santé publique et dans le code du sport. Donc on reste avec cette espèce de pièce à deux faces. Le mouvement reste notre outil principal pour soigner les gens. En termes d'identité, je pense que c'est important. Après, on voit bien que même dans les activités secondaires proposées, il y en a qui sont liées au fait que le continuum entre le bien-être, la santé, l'après-santé et la prévision de récidive potentielle, parce que dans tout ce qui était kiné du sport, il y a aussi réathlétisation, etc. On voit que ça représente en tout cas la partie musculo-squelettique, une part importante de l'activité de kinésithérapie. Et ça, c'est quand même une vraie question. Là, c'est mon opinion personnelle et pas le vice-président de l'ordre qui parle. À un moment donné, il faut quand même se demander à quelle mission de service public le kinésithérapeute doit répondre. Et avoir beaucoup de cabinets qui répondent à la problématique du jeune sportif qui veut améliorer des performances,
quand vous avez des gens avec des AVC, avec Parkinson, des gens polyhandicapés qui n'ont pas de rééducation parce qu'il n'y a pas de professionnels, bah, ça pose quand même des questions. Voilà. Donc je pense que pour l'avenir, il faut partir sur l'acquis qu'on a. On a une définition plus large, on a maintenant des compétences qui sont élargies, on a l'accès direct de plus en plus malgré tout, contrairement à ce qui était dit, puisque si vous écoutiez les médecins, on avait l'impression que des gens allaient mourir quand on aurait l'accès direct. Bon, bah, depuis qu'on l'a, il y a déjà 4000 patients à peu près qui ont été pris en charge, il n'y a eu aucune erreur de réorientation et pas d'effet secondaire qui est remonté. Donc pour le moment, ça marche en tout cas. D'ailleurs, il n'y avait pas de raison qu'on soit quand même plus con que les autres, puisque dans les autres pays où ils l'ont fait, ça marche. Donc a priori, chez nous aussi. Donc il y a des nouveaux rôles, il y a des nouvelles missions, favoriser l'accès aux soins, favoriser l'orientation des patients dans un parcours, mais il y a aussi vers quel type de spécificité on considère que la rééducation a une place qui pourra être remplacée par personne d'autre. Et je pense que les champs cardio-respiratoires, neuro, devraient être réinvestis, ou en tout cas investis, parce que sinon on risque d'être un peu coincé avec le fait qu'on est beaucoup, mais qu'on ne répond pas aux besoins. Voilà. Merci. Je rebondis sur les champs cardio-respiratoires. Quand on a une prescription de rééducation cardio-respiratoire par un médecin généraliste, normalement c'est une cotation qui est subordonnée à la présence d'un cardiologue dans le secteur, ce qui n'est évidemment pas le cas en général. Est-ce qu'on peut accepter et utiliser une cotation de domaine, une cotation de réentraînement à l'effort en 20 ou 28 quand il y a le mot cardio? Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Alors, la réponse réglementaire est non. Mais après, sur des aspects purement conventionnels, je vais vous réorienter vers mes collègues syndicats. Parce que l'ordre n'intervient pas dans la négociation de la convention. Moi, je la connais d'ailleurs assez mal. Et les adaptations de la convention au regard des discussions avec l'assurance maladie, c'est eux qui seront le plus à même de vous répondre. Donc, ce n'est pas que je botte en touche, c'est que je vous explique. En fait, on a une convention et on voit quand même que la convention présente certaines limites, je vais le dire comme ça. Et ces limites, en fait, elles sont traitées au coup par coup pratiquement. Et donc la question là spécifique de ça, moi je ne peux pas vous répondre sur ce qui a été discuté ces dernières semaines même avec l'assurance maladie pour dire là on a un problème, il faut qu'on trouve une solution, vous voyez. Donc il y en a plein ici, des syndicats, vaut mieux aller les voir eux. Voilà. Je pense qu'on a terminé, on me fait des grands signes. Du coup, merci beaucoup, je reste quand même disponible si vous avez des questions un peu spécifiques ou personnelles. Bonne journée.